Ma mère s'affichait dans ma villa à Côte d'Azur, squattée sans mon accord pour des vacances sans drame. J'ai fait changer les codes. À minuit, ils se sont retrouvés bloqués dehors, valises sur le sable. Je m'appelle Amélie. J'ai 36 ans et je vis à Lyon. J'étais assise dans une salle de réunion à Lyon, entourée de gens qui me respectaient. C'était la plus grande réunion de mon année. Mon téléphone était posé face contre la table, mais il vibrait contre le bois. D'habitude, je l'ignore. Aujourd'hui, pour une raison quelconque, je l'ai retourné. L'écran s'est allumé. C'était une notification d'Instagram. Ma mère. J'ai glissé le téléphone plus près de ma main. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Mon cœur a cessé de battre une seconde. La photo était lumineuse et ensoleillée. Elle montrait ma mère, mon père et ma sœur. Ils riaient. Ils tenaient des verres de vin blanc. Derrière eux, il y avait une vue que je connaissais mieux que mon propre visage. La large terrasse en bois, la piscine à débordement bleu, la mer Méditerranée s'étendant jusqu'à l'horizon. Ils étaient dans ma villa sur la Côte d'Azur. J'ai fixé l'écran. Je ne leur avais pas donné les clés. Je ne leur avais pas dit qu'ils pouvaient y aller. Ils ne m'avaient même pas demandé. Ils passaient des vacances chez moi, une maison que j'avais achetée à la sueur de mon front, complètement dans mon dos. Puis j'ai lu la légende. Elle m'a frappé plus durement que la trahison. Enfin, la paix sans les drames. J'ai eu la nausée. Le drame, c'était moi. Ils profitaient de ma maison et de mon argent spécifiquement parce que je n'étais pas là. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, likez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où nous regardez-vous? Je m'appelle Amélie. J'ai 36 ans. J'étais assise là, dans la salle de réunion. Le climatiseur bourdonnait doucement en arrière-plan. Mon téléphone était dans ma main, me brûlant la paume. L'investisseur, un homme nommé Romain qui était venu de Paris, parlait de scalabilité et de parts de marché. J'ai hoché la tête. J'ai gardé un visage calme. J'avais pratiqué ce visage dans le miroir pendant des années. C'était mon visage professionnel. Il signifiait que rien ne pouvait me blesser, mais sous la table, mon pouce planait au-dessus de l'écran. J'ai déverrouillé mon téléphone à nouveau. Il fallait que je regarde. Je savais que c'était du poison, mais je devais le boire. J'ai ouvert Instagram. La photo s'est chargée instantanément. Ce n'était pas une seule photo. C'était un carrousel. Ma mère avait posté 10 photos, 10 preuves de son vol. Sur la première photo, elle était assise sur mon canapé d'extérieur en lin blanc. J'avais acheté ce canapé il y a 6 mois. Je l'avais fait importer d'Italie. Je me souviens avoir dit à ma mère au téléphone, j'ai enfin meublé la terrasse. C'est blanc et délicat, donc pas de vin rouge. Sur la photo, elle tenait un verre de vin rouge. Elle reposait ses pieds, chaussés de sandales sales, directement sur le coussin blanc. Elle arborait ce large faux sourire qu'elle utilisait pour l'église et les réseaux sociaux. J'ai balayé vers la gauche. La photo suivante était celle de mon père. Il se tenait près du barbecue, mon barbecue encastré en acier inoxydable que je n'avais même pas encore utilisé. Il retournait des hamburgers. Il avait l'air du roi du château. Il portait un chapeau qui disait le mode détente. J'ai balayé à nouveau. Ma sœur Juliette, elle était dans ma chambre, ma suite principale. Elle portait mon peignoir en soie, celui avec mes initiales, AM, brodé sur la poche. Elle posait devant le miroir en faisant une duck face pour la caméra. La légende sous celle-ci disait « Vivre le rêve ». Mode de vacances Côte d'Azur. J'ai senti un coup physique dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient là. C'était le sentiment que tout leur était dû. Ils utilisaient mes affaires personnelles et privées, comme accessoires pour leur performance sur les réseaux sociaux. Ils essayaient de paraître riches. Ils essayaient de paraître prospères. Ils utilisaient mon dur labeur pour peindre l'image d'une vie qu'ils n'avaient pas méritée. J'ai regardé les commentaires. C'est la partie qui m'a vraiment retourné l'estomac. Ma tante Lydie avait commenté, tellement contente que vous preniez une pause. Vous le méritez. Le méritez. Qu'est-ce qu'il méritait? Mes parents avaient pris une retraite anticipée sans économie et s'attendaient à ce que je règle le problème. Ma sœur avait quitté 3 emplois en 2 ans parce qu'elle n'aimait pas l'ambiance. Un autre commentaire d'un voisin de mon village natal.
Waouh, c'est une location? Ça a l'air cher. Et puis la réponse de ma mère. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Non, c'est la maison d'Amélie. Elle a dit qu'on pouvait l'utiliser quand on voulait. Tellement béni d'avoir une fille aussi généreuse. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle a dit qu'on pouvait l'utiliser quand on voulait. C'était un mensonge. Un mensonge pur, simple et dévastateur. Je n'avais jamais dit ça. En fait, il y a 3 mois, je leur avais spécifiquement dit que la maison était interdite parce que je faisais des rénovations. Je leur avais dit que je n'étais pas prête pour des invités. Je leur avais dit que j'avais besoin d'espace. Ils s'en fichaient. Ils avaient entendu un non, avaient décidé que ça ne leur plaisait pas, et l'avaient remplacé par oui. Amélie, la voix de Romain m'a ramené dans la pièce. Tout le monde me regardait. Je me suis levé. Mes jambes semblaient lourdes, comme si elles étaient remplies de plomb. Je m'excuse, ai-je dit. Ma voix était stable. Elle ne tremblait pas, j'ai une urgence familiale à régler. Mon équipe peut terminer la présentation. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai quitté la pièce aux parois de verre, j'ai descendu le long couloir et je suis entré dans l'ascenseur. Dès que les portes métalliques se sont fermées, j'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à un cri. Je suis descendu au parking et je suis monté dans ma voiture. C'était calme là, en sécurité. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assis sur le siège du conducteur et j'ai regardé à nouveau le téléphone. J'ai zoomé sur l'arrière-plan des photos. Je cherchais des dégâts. Je cherchais des indices. Dans le coin de la photo avec mon père, j'ai vu une valise. Elle était ouverte. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol de la terrasse. Ils n'étaient pas là depuis 1 heure. Ils avaient l'air installés. J'ai regardé les horodatages. Ils étaient là depuis hier. Ils avaient dormi dans mon lit. Ils avaient pris leur douche dans ma salle de bain. Ils avaient mangé ma nourriture. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de ma sœur Juliette. Salut, maman a dit que tu étais peut-être occupé, mais je voulais juste te faire un coucou. J'espère que Lyon est pluvieux. Lol. Il fait magnifique ici. Elle n'a pas dit où était ici. Elle jouait à un jeu. Elle voulait que je demande. Elle voulait que je voie les photos, que je sois jalouse et que je demande « Où es-tu ?» pour qu'elle puisse dire « Oh, juste à la villa ». Maman ne te l'a pas dit? C'était un jeu de pouvoir. Si je me mettais en colère, j'étais la méchante. J'étais la fille folle qui ne voulait pas partager. Si je ne disais rien, j'étais le paillasson. J'ai tapé une réponse. Où es-tu? Je l'ai effacée. Non, je n'allais pas jouer à leur jeu. J'ai regardé à nouveau la photo de ma mère. Le verre de vin rouge, le canapé blanc. En grandissant, si je renversais une goutte de jus sur le tapis, ma mère criait pendant 1 heure, elle me disait que j'étais négligente. Elle me disait que je ne respectais pas la valeur de l'argent. Elle me faisait frotter jusqu'à ce que mes doigts soient à vif. Maintenant, elle ruinait un canapé à 5 000 € et appelait ça la paix. L'hypocrisie n'était pas nouvelle. C'était la bande-son de ma vie. Mais la voir ici, dans le sanctuaire que je m'étais construit, a brisé quelque chose en moi. La villa n'était pas juste une maison. C'était mon refuge. C'était le seul endroit où je n'étais pas Amélie la banque. C'était le seul endroit où je n'étais pas Amélie la déception ou Amélie la froide. C'était à moi et il me l'avait pris. J'ai démarré la voiture. Je ne suis pas retourné à mon appartement. J'ai roulé vers l'autoroute. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de réfléchir. J'ai pensé à les appeler. Je pouvais entendre la conversation dans ma tête. Maman, sors de ma maison. Oh, Amélie, arrête d'être si dramatique. Nous sommes juste en famille. Tu ne l'utilisais même pas. Pourquoi es-tu si égoïste? Tu n'as pas demandé. Je suis ta mère. Je n'ai pas besoin de demander la permission pour voir la réussite de ma fille. Ça tournerait en rond. Il me manipulerait. Il me ferait me sentir petite. Il me ferait m'excuser de posséder une maison. Je me suis engagé sur l'autoroute. La pluie frappait le pare-brise. Le gris de Lyon. Je n'allais pas appeler. Appeler était faible. Appeler, c'était s'engager dans le drame. Ma mère voulait du drame.
Elle voulait une dispute pour pouvoir dire à ses amis à quel point j'étais difficile. Je n'allais pas lui donner de dispute. J'allais lui donner des conséquences. J'ai conduit pendant 1 heure, écoutant juste le bruit des pneus sur la chaussée mouillée. Ma colère était brûlante au début, me consumant la gorge. Mais en conduisant, elle a commencé à se refroidir. Elle s'est transformée en autre chose. Elle s'est transformée en glace. Je me suis arrêté sur une aire de repos et j'ai regardé le téléphone une dernière fois. Ma mère avait posté une mise à jour en story, une vidéo. Elle marchait dans ma cuisine. Elle ouvrait mes placards. Regardez ça, disait-elle à la caméra, vide. Elle a tout cet espace et pas de nourriture. Elle travaille trop. C'est triste. Vraiment. On va remplir cet endroit d'amour. Triste. Elle m'appelait triste. Elle se moquait de ma vie tout en se tenant au milieu du luxe que je fournissais. J'ai posé le téléphone. J'en avais fini de me sentir blessé. La blessure était une émotion d'enfant. La blessure était pour les gens qui ne pouvaient rien y faire. Je n'étais plus une enfant. J'étais la propriétaire. J'ai fait demi-tour et je suis retourné en ville. J'avais un plan. Je suis entré dans mon appartement de Lyon. Il était propre, minimaliste et silencieux. Tout était exactement là où je l'avais laissé. C'est comme ça que j'aime les choses. L'ordre, le contrôle. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux cette fois. Je suis allé sur mon tableau de bord de sécurité. J'ai un système domotique complet dans ma villa. Caméra, serrures intelligentes, climatisation, capteur de piscine. J'avais payé le prix fort pour ça parce que je voyageais beaucoup. J'avais besoin de pouvoir voir ma maison de n'importe où dans le monde. Je me suis connecté. L'écran s'est rempli de flux en direct. Caméra 1. L'allée. Il y avait le vieux Renault Trafic de mon père. Il fuyait de l'huile sur mes pavés. À côté, il y avait une voiture de location, un cabriolet. Il s'était offert une voiture de location, supposant probablement que je finirais par payer leur essence ou leur dîner. Caméra 2. Le salon. Ma sœur était sur le canapé, celui de l'intérieur, à regarder ma télévision de 2 mètres. Elle mangeait des chips. Le paquet était ouvert sur le cuir. Des miettes tombaient. Caméra 3. La cuisine. Ma mère cuisinait. Elle utilisait mes poêles en cuivre, celles que je lave à la main. Elle en frottait une avec une éponge rugueuse. J'ai grimacé. Elle rayait la finition. Je pouvais le voir à des centaines de kilomètres de distance. Caméra 4. La terrasse de la piscine. Mon père dormait sur une chaise longue. Je les ai observés. C'était comme regarder un documentaire animalier. L'espèce invasive prenant le contrôle d'un nouvel habitat. J'ai vérifié les journaux d'accès. Comment étaient-ils entrés? J'ai remonté jusqu'à hier. 14 heures, code d'entrée utilisé, maman urgence. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu lui avoir donné ce code il y a 4 ans. C'était quand j'avais acheté mon premier appartement. Je lui avais dit, c'est seulement pour les urgences, comme si je suis à l'hôpital ou si la maison est en feu. J'avais oublié de le supprimer quand j'avais acheté la villa. J'avais configuré les mêmes profils d'utilisateurs pour le nouveau système par habitude. Elle s'en était souvenue. Elle avait gardé ce code pendant 4 ans, attendant un moment pour l'utiliser. Elle n'a pas appelé pour demander. Elle l'a juste tapé, espérant que ça marcherait, et ça a marché. Elle a dû se sentir si intelligente, si maligne. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Marc, c'est Amélie. Marc était mon gestionnaire immobilier sur la Côte d'Azur. C'était un type bien, professionnel, cher. Amélie, salut. Tout va bien? J'ai vu de l'activité à la maison. J'ai supposé que c'était toi. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Ma voix était calme. C'est ma famille. Ils sont là sans permission. Il y a eu un silence au bout du fil. Marc connaissait les familles comme la mienne. Il gérait des maisons pour des célébrités et des PDG de la tech. Il connaissait les parents profiteurs. Je vois, a dit Marc. Son ton a changé. Il est passé d'amical à tactique. Veux-tu que j'appelle la gendarmerie?
Je peux les faire expulser pour violation de propriété. J'y ai pensé. Les sirènes de la gendarmerie. Ma mère pleurant dans l'allée, disant aux officiers que sa fille était un monstre. Les voisins qui regardent. Non, ai-je dit, pas la gendarmerie. Pas encore. Je veux gérer ça discrètement. D'accord. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu réinitialises tous les codes de la propriété, ai-je dit. Portail, porte d'entrée, porte arrière, garage, tout. Fait, a dit Marc. Je peux le faire à distance tout de suite. Non, ai-je dit, pas tout de suite. J'ai regardé l'horloge sur mon ordinateur portable. Il était 16h30 à Lyon. Ce qui signifiait qu'il était 16h30 sur la Côte d'Azur. Le soleil était encore levé. Il profitait de l'après-midi. Attends jusqu'à minuit, ai-je dit. Minuit? Oui, ils sont à l'aise en ce moment. Je veux qu'ils restent à l'aise. À minuit, je veux que les codes soient changés. Je veux que le mot de passe du Wi-Fi soit changé. Je veux que la Smart TV soit déconnectée de tous les comptes. Terre brûlée, a dit Marc. Je pouvais entendre un sourire dans sa voix. Et Marc? Oui. Peux-tu régler l'alarme en mode absence à minuit 1? Si je fais ça et qu'ils ouvrent une porte ou une fenêtre, la sirène se déclenchera. Elle est forte, Amélie. C'est assourdissant. Je sais, ai-je dit. S'ils sont à l'intérieur, ils ne pourront pas sortir sans la déclencher. S'ils sont à l'extérieur, eh bien, ils ne pourront pas rentrer. J'ai de nouveau regardé les caméras. J'ai vu une glacière de bière sur la terrasse. Mon père buvait. Ma sœur envoyait des SMS. Ils avaient l'air de s'installer pour une longue nuit. Ils veilleraient probablement tard. Peut-être iraient-ils dans le jacuzzi. Parfait, ai-je dit. Fais-le. C'est noté. Autre chose? Oui. Sois prêt à y aller demain matin, tôt, vers 7 heures. Tu auras peut-être besoin de les escorter hors de la propriété. J'amènerai mon agent de sécurité, Michel le costaud, a dit Marc. Juste au cas où. Merci, Marc. J'ai raccroché. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur battait un peu plus lentement maintenant. C'était mieux que de crier. C'était le contrôle. J'ai regardé à nouveau la publication Instagram. La légende de ma mère, la paix sans les drames. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait tué. Elle pensait que parce que j'étais à des milliers de kilomètres, j'étais impuissante. Elle pensait que parce qu'elle était maman, elle avait un passe-droit pour piétiner mes limites. Elle ne comprenait plus qui j'étais. Elle voyait toujours la petite fille qui pleurait quand elle n'était pas invitée à la fête. Elle ne voyait pas la femme qui gérait des portefeuilles de plusieurs millions d'euros. Elle ne voyait pas la femme qui savait comment exécuter une stratégie. Je n'allais pas pleurer. J'allais conclure l'affaire. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant l'horizon de Lyon. La tour du Crayon perçait à travers les nuages. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. C'était le calme avant la tempête. Pendant des années, je les avais laissés s'en tirer. Les petites insultes, l'argent emprunté qui n'est jamais revenu, le chantage affectif. Si tu nous aimais, tu nous aiderais. La famille est de la famille. Tu as changé. Avant, je les croyais. Je pensais que j'étais la méchante. Je faisais des chèques juste pour que la culpabilité cesse. Mais en regardant les sandales sales de ma mère sur mon canapé blanc, quelque chose a changé. Le chéquier était fermé. Le compte bancaire émotionnel était à découvert. J'ai vérifié l'heure. 17h, 7h avant minuit. J'ai commandé à dîner. J'ai mangé une salade à mon bureau tout en travaillant. J'ai répondu à des emails. J'ai examiné des contrats. J'ai agi comme si c'était une soirée normale. Mais toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil au deuxième moniteur, le flux en direct. Le soleil s'est couché sur la Côte d'Azur. Les lumières de la piscine se sont allumées. Je les avais programmées pour devenir violettes au crépuscule. Ma sœur a pris un selfie avec l'eau violette. Mon père a allumé le foyer extérieur, qui fonctionnait au gaz. Il a trouvé l'interrupteur. Il faisait la fête. Ma fête sans moi. J'ai regardé ma mère se verser un autre verre de vin.
Elle riait de quelque chose que ma sœur avait dit. Ils avaient l'air si heureux. Ils avaient l'air soulagés que je ne sois pas là pour gâcher l'ambiance avec mes règles ou ma présence. Ça faisait mal. Je ne mentirai pas, ça faisait mal de voir qu'ils étaient plus heureux sans moi. Mais la douleur se durcissait en résolution. Je n'allais plus les laisser me voler ma paix. S'ils voulaient une maison, ils pouvaient en acheter une. S'ils voulaient des vacances, ils pouvaient les payer. J'en avais fini de subventionner ma propre maltraitance. J'ai attendu. L'horloge numérique de mon ordinateur portable avançait. 23h58, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité. 23h59, j'ai regardé l'écran. Minuit. L'application a clignoté. Mise à jour de la configuration. Redémarrage du système. Code changé. Système d'alarme armé, absence. C'était fait. Je me suis penché en avant, les yeux rivés sur l'écran. Je suis resté assise dans mon fauteuil de bureau à Lyon, attendant les retombées. Il était un peu plus de minuit. La maison sur la Côte d'Azur était maintenant une forteresse, mais le chaos n'avait pas encore commencé. Dans ce moment de calme, alors que je fixais l'écran sombre de mon téléphone, mon esprit n'est pas resté dans le présent. Il a dérivé. Il est retourné à une table de cuisine dans la Creuse, il y a 20 ans. J'avais 16 ans. Je révisais pour le bac. J'avais un gros livre ouvert devant moi, surlignant des mots de vocabulaire. Ma sœur Juliette avait 12 ans alors. Elle regardait la télévision dans la pièce d'à accent grave côté, riant bruyamment devant un dessin animé. Ma mère est entrée. Elle portait un panier de linge. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Elle n'avait pas l'air fière. Elle avait l'air agacée. « Amélie, dit-elle, range ce livre. Ta tante va venir. Tu dois être sociable. » « Je dois étudier, maman, ai-je dit. Je veux avoir une bourse. » Elle a levé les yeux au ciel. C'était un geste que je connaissais bien. Cela signifiait que j'étais difficile. Cela signifiait que je pensais être meilleur qu'eux. « Tu travailles tout le temps, dit-elle. Tu vas te surmener. Tu prends tout tellement au sérieux. Regarde ta sœur. Elle sait comment être heureuse. Toi, tu ne sais que stresser. Elle sait comment être heureuse. » C'était le récit. Juliette était la marrante, la légère, celle qui apportait de la joie à la famille. J'étais la sérieuse, la froide, celle qui se souciait des notes, de l'argent et de l'avenir. Ils ne comprenaient pas que je me souciais de ces choses parce que j'étais terrifié. J'étais terrifié à l'idée d'être coincé. Mon père se plaignait toujours des factures. Ma mère empruntait toujours de l'argent à sa sœur. Je ne voulais pas de cette vie. Je voulais la sécurité. Pour moi, l'argent était la sécurité. Mais pour eux, mon ambition était une insulte. Je me souviens de ma remise de diplôme du lycée. J'étais major de promotion. J'ai fait un discours. Quand j'ai regardé dans la foule, j'ai vu mes parents. Ils n'étaient pas rayonnants. Ils se parlaient. Mon père regardait sa montre. Après, au dîner dans un restaurant de chaîne, mon père a levé un verre de soda. « À Amélie, a-t-il dit, pour avoir enfin fini l'école. Maintenant, peut-être que tu pourras trouver un vrai travail et aider un peu ici. » Mais je n'avais pas fini. Je suis allé à l'université, puis en école de commerce. J'ai eu 3 emplois pendant mes études. J'ai manqué Noël 2 fois parce que je ne pouvais pas me payer le billet de train pour rentrer et je devais travailler pendant les vacances à la bibliothèque. Quand je les ai appelés à Noël, pleurant parce que j'étais seul, ma mère ne m'a pas réconforté. « Eh bien, dit-elle, sa voix sèche. Tu as choisi d'aller si loin. Tu as choisi cette école chic. C'est la conséquence. Amélie, tu as choisi l'argent plutôt que la famille. L'argent plutôt que la famille. » Il prononçait cette phrase comme une malédiction. Mais il y a 5 ans, tout a changé. J'ai vendu ma première entreprise. Ce n'était pas une sortie massive, mais c'était suffisant pour me faire changer de tranche d'imposition. Soudain, j'avais 7 chiffres à la banque. Je me souviens leur avoir dit, je suis rentré pour Noël. J'avais remboursé leur hypothèque comme surprise. Je pensais, ça y est. C'est le moment où ils comprendront. C'est le moment où ils diront merci. Je leur ai tendu l'enveloppe. Ma mère l'a ouverte. Elle a lu le document.
Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a regardé mon père et a dit, eh bien, il était temps. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Nous avons tant sacrifié pour toi, dit-elle. Nous t'avons laissé étudier. Nous t'avons laissé partir. Il est juste que tu nous rembourses. Il ne le voyait pas comme un cadeau. Il le voyait comme un retour sur investissement. À partir de ce jour, la dynamique a changé. Je n'étais plus l'ennuyeuse Amélie. J'étais Amélie le portefeuille. Soudain, il voulait être impliqué dans ma vie. Amélie, on devrait venir te voir à Lyon. Amélie, ton cousin a besoin d'un prêt pour une voiture. Amélie, pourquoi ne nous emmènes-tu pas en voyage? Les Durand sont allés à l'île Maurice. Nous ne sommes jamais allés à l'île Maurice. Si je disais oui, il m'aimait. Il postait des photos des dîners que je payais. Il se vantait auprès des voisins de leur fille qui a réussi. Si je disais non, je redevenais la méchante. Tu as changé. Tu te crois meilleur que nous. Tu es avare. Ils aimaient ma réussite, mais ils me détestaient. Ils aimaient la villa, les voitures, les dîners, mais ils n'aimaient pas la femme qui les avait gagnés. Ils ne respectaient pas le travail. Ils se sentaient seulement en droit de recevoir la récompense. J'ai pensé à la villa sur la Côte d'Azur. Je l'ai achetée il y a 2 ans. C'était mon sanctuaire. Je ne leur ai délibérément pas donné l'adresse pendant les 6 premiers mois. Je voulais la garder pure. Quand ils l'ont finalement découverte, parce que j'avais fait l'erreur de poster une photo de la vue, le chantage affectif a immédiatement commencé. Tu as une villa et tu n'as pas invité ta propre mère. Je suppose que nous ne sommes pas assez bien pour la Côte d'Azur. Je leur ai finalement offert un week-end là-bas l'année dernière. J'étais là avec eux. Ce fut un cauchemar. Mon père fumait des cigares sur la terrasse non-fumeur. Ma sœur a invité des amis au hasard sans demander. Ma mère a réorganisé ma cuisine parce qu'elle n'avait pas de sens. Après leur départ, j'ai engagé une équipe de nettoyage et je me suis dit, plus jamais. J'ai fixé une limite. Je leur ai dit, la maison est ma résidence privée. Ce n'est pas une location de vacances. Ils ont hoché la tête. Ils ont dit qu'ils comprenaient, mais ils n'ont pas compris. Pour eux, non, on n'était qu'une suggestion. Pour eux, ma propriété était une propriété communautaire, et cela m'a ramené à ce soir. Le mensonge sur Instagram. Amélie a dit qu'on pouvait l'utiliser quand on voulait. Ce mensonge a été la goutte d'eau. Ce n'était pas seulement un mensonge à ses amis. C'était une réécriture de la réalité. Elle revendiquait publiquement une permission qu'elle n'avait pas, me forçant dans un coin où je devais soit jouer le jeu, soit passer pour un monstre. Elle comptait sur mon silence. Elle comptait sur le fait que d'habitude, je cédais et je payais la facture pour maintenir la paix. Mais je n'étais plus cette fille de 16 ans, désespérée de leur approbation. Je n'étais pas l'étudiante qui pleurait dans une bibliothèque à Noël. J'étais une PDG. J'étais une propriétaire. Et j'en avais fini de payer pour un amour que je n'ai jamais reçu. J'ai regardé l'horloge de mon ordinateur portable. Minuit 10, les souvenirs se sont estompés. La colère est restée, froide et dure comme une pierre dans mon estomac. J'ai tourné les yeux vers le deuxième moniteur, le flux en direct de la Côte d'Azur. Il était temps de regarder le retour à la réalité. Minuit 12 sur l'écran, tout semblait paisible au début. Les lumières de la piscine étaient toujours violettes. Le foyer extérieur brillait encore. Mon père dormait sur la chaise longue. Ma mère et ma sœur étaient à l'intérieur du salon. Je pouvais les voir à travers les portes coulissantes en verre. Ma sœur tenait son téléphone en l'air, essayant probablement de rafraîchir son fil d'actualité. C'était le premier signe. Le Wi-Fi avait disparu. J'ai regardé Juliette taper sur l'écran avec agressivité. Elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers le routeur, qui se trouvait sur une étagère près de la télévision. Elle l'a pris et l'a secoué. J'ai bu une gorgée d'eau. Le secouer n'aidera pas, Juliette. J'ai coupé la ligne. Elle a dit quelque chose à ma mère. Ma mère a levé les yeux de son magazine. Elle avait l'air agacée. Elle a montré la télévision. La télévision était devenue noire. Je les avais déconnectés de Netflix, de tout. Ma mère s'est levée. Elle s'est dirigée vers la porte coulissante en verre pour crier après mon père. Peut-être voulait-elle qu'il répare ça.
Elle a mis sa main sur la poignée de la porte coulissante. Elle a tourné le loquet. Elle a fait glisser la porte pour l'ouvrir. Bip 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 bip. Le son n'était pas audible sur mon ordinateur portable, mais j'ai vu la réaction instantanément. Le système d'alarme. Je l'avais réglé sur absence. Cela signifiait que les détecteurs de mouvement étaient actifs et que les contacts de porte étaient armés. L'ouverture de la porte a déclenché le délai d'entrée. Ma mère s'est figée. Elle a regardé le clavier sur le mur. Il clignotait en rouge. Elle a commencé à taper. Je savais exactement ce qu'elle tapait. Un 958, son année de naissance. C'était l'ancien code. Le code qu'elle avait utilisé pour entrer. Il n'a pas fonctionné. Bip bip bip. Elle l'a tapé à nouveau, plus vite cette fois. Elle a crié à mon père. Il s'est réveillé sur la chaise longue, surpris. Il a regardé autour de lui, confus. Ma sœur a couru vers le clavier. Elle a poussé ma mère. Elle a essayé un code. Probablement ma date de naissance ou la sienne. Bip bip bip. Ils avaient 30 secondes avant la sirène. Je les ai regardés paniquer. C'était chaotique. Mon père se dirigeait en titubant vers la porte. Ma mère criait. Ma sœur se bouchait les oreilles, anticipant le bruit. Puis c'est arrivé. La sirène s'est déchaînée. Même si je ne pouvais pas l'entendre, je pouvais voir l'impact physique. C'était un son assourdissant, perçant, conçu pour effrayer les intrus. Ma sœur a crié. J'ai vu sa bouche s'ouvrir en grand. Mon père s'est couvert les oreilles. Mon téléphone sur le bureau s'est allumé. Appel entrant. Maman. Je l'ai regardé sonner. Je n'y ai pas touché. Appel entrant. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Sur l'écran, les lumières des voisins s'allumaient. La maison d'à accent grave côté, propriété d'un réalisateur très privé et très riche, s'est éclairée. Ma famille était maintenant une nuisance publique. Mon père a fait la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il a décidé qu'il devait partir. Il a commencé à attraper des choses. Il a montré la porte d'entrée. Sortez. On doit sortir. Ma mère a couru dans la chambre. J'ai changé de caméra pour le flux de la chambre. Elle jetait des vêtements dans sa valise. Elle ne les pliait pas. Elle les fourrait simplement dedans. Elle avait l'air terrifiée. Elle pensait probablement que la gendarmerie était déjà en route. Ma sœur pleurait. Elle a attrapé sa trousse de maquillage. Elle a laissé tomber une bouteille de fond de teint sur le sol. Elle s'est brisée. Une tache beige s'est étalée sur mon parquet. J'ai tressailli, mais je n'ai pas détourné le regard. A ajouté à la facture. Ils ont traîné leur valise dans le salon. Mon père était déjà à la porte d'entrée. Il l'a déverrouillée et l'a ouverte en grand. La sirène hurlait toujours. Ils ont transporté leurs bagages dans l'allée. L'air frais de la nuit les a frappés. Mon père a essayé de rentrer pour prendre quelque chose, peut-être la glacière de bière. Mais au moment où la porte s'est refermée derrière eux, la serrure intelligente s'est enclenchée. Je l'avais réglée pour se verrouiller automatiquement dès la fermeture. Il a attrapé la poignée. Il a tiré. Verrouillé. Il a martelé la porte. Il lui a donné des coups de pied. J'ai vu son visage se tordre de rage. Il criait après la porte, après la maison, après moi. Ils étaient dehors. Il était minuit 20. Il se tenait dans l'allée en pyjama et en maillot de bain, entouré de valises faites à la hâte, avec une sirène hurlant dans la nuit. Mon téléphone vibrait si fort qu'il se déplaçait sur le bureau. Appel entrant, papa. Appel entrant, Juliette. SMS entrant. Qu'est-ce qui se passe? SMS entrant. L'alarme s'est déclenchée. Aide-nous. SMS entrant. Décroche ce téléphone, Amélie. J'ai pris le téléphone, mais je n'ai pas répondu. J'ai ouvert l'application de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton pour faire taire la sirène. Le silence sur le flux vidéo était presque visible. Ils ont tous cessé de bouger. Ils ont regardé autour d'eux, haletants. Ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient peut-être que c'était un bug et que je l'avais réparé. Mon père a de nouveau attrapé la poignée de la porte. Il a essayé le code. Lumière rouge.
Accès refusé. Il a réessayé. Lumière rouge. Accès refusé. Ils étaient enfermés dehors et ils avaient laissé la moitié de leurs affaires à l'intérieur. Le sac à main de ma mère était probablement sur le comptoir. Les clés de la voiture. J'ai zoomé sur l'allée. Les clés de la voiture de location étaient dans la main de mon père. Bien. Il pouvait partir, mais il ne pouvait pas rentrer dormir. Je les ai regardés arriver à cette conclusion. Ils se sont regroupés dans l'allée. Ma mère tremblait. Elle portait un peignoir fin. Mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Cette fois, j'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. C'était le moment. Ils avaient besoin de moi. Pour la première fois depuis des années, ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient besoin de mon aide. Et pour la première fois, je n'allais pas la leur donner. J'ai glissé pour répondre. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas demandé ce qui n'allait pas. J'ai juste écouté. Amélie. Ma mère avait l'air hystérique. Amélie, Dieu merci. Il y a un problème avec la maison. L'alarme s'est déclenchée. On est enfermé dehors. Il fait un froid glacial. Tu dois déverrouiller la porte tout de suite. Les codes ne fonctionnent pas, sa voix était exigeante. Pas apologétique. Elle n'a pas dit désolé de m'avoir réveillé. Elle n'a pas dit désolé d'être là. Elle a juste donné des ordres. Amélie, tu es là? Règle ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je la regardais sur l'écran. Elle avait l'air petite. Je sais, ai-je dit. Ma voix était calme, basse, stable. Je sais que les codes ne fonctionnent pas, quoi? Que veux-tu dire, tu sais? Réinitialise-les. Non, ai-je dit. Il y a eu une pause. Le genre de silence qui précède une explosion. Pardon, dit-elle. J'ai changé les codes, maman, ai-je dit. J'ai réglé l'alarme. Je vous ai mis à la porte. Tu quoi? Vous êtes entré par effraction chez moi, ai-je dit. Et maintenant, vous partez. Effraction, a-t-elle crié. Nous sommes ta famille. C'est ta maison. Comment oses-tu utiliser ce mot? Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous avez volé mon temps. Vous avez volé mon espace. Et vous avez menti à ce sujet. Amélie, ouvre cette porte tout de suite. La voix de mon père est venue de l'arrière-plan. Il criait près du téléphone. Je ne joue pas à des jeux avec toi. Ouvre cette fichue porte. Je ne joue pas non plus, papa, ai-je dit. La porte reste fermée. Vous avez les clés de la voiture. Je vous suggère d'aller trouver un hôtel. Un hôtel, a crié ma sœur. Il est minuit. On n'a pas nos portefeuilles. Maman a laissé son sac à main à l'intérieur. J'ai regardé la caméra. J'ai vu le sac à main sur l'îlot de la cuisine. C'est fâcheux, ai-je dit. Peut-être que vous pouvez demander aux voisins. Ou peut-être que vous pouvez utiliser l'argent d'urgence que papa garde toujours dans son trafic. Amélie, s'il te plaît. La voix de ma mère a changé. Elle est passée de la colère au ton de la victime. La voix tremblante et larmoyante qu'elle utilisait pour me manipuler. S'il te plaît, chérie. Il fait froid. Ton père a mal au dos. On voulait juste être près de toi. On voulait se sentir proche de ta réussite. Ne nous fais pas ça. Ne sois pas cruel. Cruel? Étais-je cruel? J'ai regardé la photo qu'elle avait postée il y a 6 heures. La paix sans les drames. Tu voulais la paix, ai-je dit. Maintenant tu l'as. Vous êtes hors de la propriété. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, a-t-elle hurlé, le masque tombant instantanément. Espèce de petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Au revoir, maman, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai regardé l'écran. Ma mère a fixé le téléphone dans sa main. Elle a levé les mains en l'air. Elle a crié quelque chose à la caméra. Elle savait où se trouvait l'objectif. Puis elle s'est affalée contre la voiture de location. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste légère. Le poids de leurs attentes, le poids de leurs sentiments que tout leur était dû. Tout était de l'autre côté de cette porte verrouillée.
J'étais en sécurité à Lyon. Et pour la première fois, ma maison sur la Côte d'Azur était en sécurité aussi. Mais je savais que la nuit n'était pas finie. Ils n'allaient pas simplement partir. Ils organiseraient une protestation. Ils feraient une scène. J'ai envoyé un SMS à Marc, mon gestionnaire immobilier. Ils sont dehors. Ils sont enfermés à l'extérieur. S'il te plaît, procède à l'expulsion de 7 heures du matin. S'ils sont toujours dans l'allée, appelle la gendarmerie si nécessaire. J'ai posé le téléphone. J'ai gardé le flux en direct ouvert sur mon deuxième écran. Je n'allais pas dormir cette nuit. J'allais monter la garde. Il était 2 heures du matin. 2 heures s'étaient écoulées depuis le verrouillage. J'étais toujours assise dans mon bureau à Lyon. Mon café avait refroidi, mais je ne me suis pas levé pour le réchauffer. J'étais scotché au moniteur. Sur la Côte d'Azur, la situation s'était détériorée. L'adrénaline du verrouillage initial s'était dissipée pour ma famille. Maintenant, la réalité s'installait. C'était une nuit côtière. L'air venant de la Méditerranée était humide et froid. Ce n'était pas glacial comme un hiver à Lyon, mais il faisait autour de 10 degrés. Assez froid pour vous faire frissonner si vous portiez un pyjama en soie ou un maillot de bain. Je les ai regardés sur la caméra de l'allée. Ils s'étaient réfugiés dans la voiture de location. Le moteur tournait. Je pouvais voir la fumée d'échappement s'échapper dans l'air nocturne. Ils brûlaient de l'essence pour garder le chauffage allumé. Mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'avais mis en silencieux pendant 1 heure pour les laisser mariner dans leur propre choix. Mais maintenant, j'ai décidé de répondre. Je devais réitérer ma position. Je devais leur faire comprendre que ce n'était pas un caprice. C'était un changement de politique. J'ai décroché. C'était mon père. Allô, ai-je dit. Amélie. Sa voix était différente maintenant. Ce n'était pas le hurlement tonitruant d'avant. Elle était tendue, contrôlée. Mais sous le contrôle, il y avait une rage profonde et bouillonnante. Ça a assez duré. Ta mère pleure. Ta sœur a froid. Ouvre la porte. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Ne me sors pas ce baratin de je ne peux pas, a-t-il lancé. Tu as un téléphone. Tu as une application. Je t'ai vu éteindre la sirène. Tu peux déverrouiller la porte tout aussi facilement. Je le peux physiquement, me suis-je corrigé. Mais je ne le ferai pas. Vous violez une propriété privée, papa. Si vous étiez des étrangers, j'aurais appelé la gendarmerie il y a 2 heures. Je vous ai fait la courtoisie de partir de votre propre chef. Violation de propriété? Il a ri. C'était un son dur et laid. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu n'as pas le droit de nous traiter d'intrus. Nous avons le droit d'être ici. Non, ai-je dit, vous n'en avez pas le droit. Vous avez le droit d'être dans votre propre maison dans la Creuse. Vous n'avez pas de droit sur ma propriété en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous n'avez pas demandé. Vous êtes entré en douce. Vous avez utilisé un code d'urgence pour voler des vacances. Nous n'avons rien volé, a-t-il crié. Le contrôle lui échappait. On l'utilisait, c'est tout. Elle était vide. Quel genre de personne égoïste laisse une maison vide quand sa famille pourrait en profiter? Il ne s'agit pas du fait que la maison soit vide, ai-je dit. Il s'agit de respect. Vous m'avez menti. Maman a posté sur Instagram en sous-entendant que je vous avais donné la permission. C'était un mensonge. Oh, on s'en fout d'Instagram, a-t-il hurlé. C'est juste des bêtises d'Internet. La vraie vie, c'est la famille. La vraie vie, c'est d'aider les siens. La vraie vie, ce sont les limites, ai-je dit. Écoute-moi, a-t-il dit, sa voix baissant jusqu'à un grognement menaçant. Si tu n'ouvres pas cette porte dans 5 minutes, je vais casser une fenêtre. Je vais briser la vitre. Je vais grimper à l'intérieur et je dormirai dans ce lit et tu pourras m'envoyer la facture. J'ai regardé le moniteur. Je l'ai vu assis sur le siège conducteur de la voiture de location. Il avait l'air furieux. Si tu casses une fenêtre, ai-je dit, en gardant ma voix très stable, l'alarme se déclenchera à nouveau. La gendarmerie sera automatiquement envoyée et je porterai plainte. Il y a eu un silence au bout du fil. Tu ne ferais pas ça, a-t-il dit. Tu ne ferais pas arrêter ton propre père. Et c'est pour voir, ai-je dit.
J'ai passé les 10 dernières années à essayer d'acheter votre amour. J'ai fini de payer. Si tu détruis ma propriété, je te traiterai comme un criminel. Il m'a raccroché au nez. J'ai regardé l'écran. Il a claqué son téléphone contre le volant. Ma mère lui a dit quelque chose. Il l'a repoussé d'un geste de la main. Il n'a pas cassé la fenêtre. Il savait que j'étais sérieuse. Pour la première fois de sa vie, il a réalisé que je ne bluffais pas 10 minutes plus tard, ma sœur a appelé. J'ai répondu. Amélie, sa voix tremblait. Elle pleurait. Amélie, s'il te plaît. J'ai envie de faire pipi. J'ai vraiment très envie. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer 5 minutes pour aller aux toilettes. C'était une tactique. Je le savais. Si je déverrouillais la porte pour 5 minutes, ils se précipiteraient tous à l'intérieur. Ils refuseraient de partir. Ils se barricaderaient à l'intérieur. Il y a une station-service à 5 km sur la nationale, ai-je dit. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Je ne peux pas conduire la voiture de location. Papa a les clés et il ne veut pas conduire. Il est juste assis là à fixer le mur. Alors marche, ai-je dit. Ou va dans les buissons. Je m'en fiche, Juliette. Tu es une telle, a-t-elle craché. Les pleurs se sont arrêtés instantanément. Tu es une jalouse, solitaire et amère. Tu as tout cet argent et pas d'amis. C'est pour ça que tu fais ça. Tu es jalouse qu'on s'aime vraiment et que tu sois toute seule. Je suis seule par choix ce soir, ai-je dit. Et j'ai chaud et j'ai des toilettes. Je te déteste, a-t-elle dit. J'espère que tu perdras tout. J'espère que le marché s'effondrera et que tu perdras jusqu'au dernier centime. Bonne nuit, Juliette, ai-je dit. J'ai raccroché. Les mots m'ont piqué. Solitaire, amer. Il savait exactement où me frapper. Il connaissait ma plus grande insécurité, que ma réussite m'est isolée. Mais en restant assise là, j'ai réalisé quelque chose. Ma réussite ne m'avait pas isolé. Eux m'avaient isolé. Leur comportement rendait impossible pour moi de faire confiance à qui que ce soit. Je gardais les gens à distance parce que j'étais tellement habitué à ce que les gens veuillent quelque chose de moi. Les mettre à la porte ne me rendait pas plus seul. Cela protégeait la paix qui me restait. 3h30 du matin. Le moteur de la voiture s'est arrêté. Il devait être à court d'essence. Ou peut-être qu'il s'inquiétait du coup pour la remplir. Les lumières de la voiture se sont éteintes. Ils allaient dormir là. 3 adultes recroquevillés dans une berline de taille moyenne dans mon allée. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. C'était profondément ancré. C'était la voix de ma grand-mère disant « Honore ton père et ta mère ». J'ai regardé ma mère sur le siège passager. Elle avait incliné le siège en arrière. Elle avait une serviette de leur sac de plage drapée sur ses jambes. J'ai presque tendu la main vers le bouton de déverrouillage. J'ai failli le faire, mais j'ai ensuite regardé l'horodatage sur le flux vidéo. J'ai regardé la glacière de bière toujours sur ma terrasse. Je me suis souvenu de la légende, la paix sans les drames. Si je les laissais entrer maintenant, je leur enseignais que mon nom signifiait le oui s'ils attendaient assez longtemps. Je leur enseignerais que s'ils souffraient juste un peu, je céderais. J'ai retiré ma main de la souris. Je n'allais pas céder. Pas cette fois. Je les ai regardés dormir. Je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, buvant de l'eau, examinant les journaux de sécurité et attendant que le soleil se lève. Ce fut la plus longue nuit de ma vie. Mais c'était aussi la plus importante. Je brisais un cycle, et briser les cycles est un travail douloureux. Le ciel a commencé à s'éclaircir vers 6 heures. La grisaille de la brume marine a commencé à se lever. Dans l'allée, la voiture était couverte de rosée. Les vitres étaient embuées. J'ai vu du mouvement à l'intérieur. Mon père s'est réveillé le premier. Il a ouvert la portière et est sorti. Il s'est étiré, se tenant le dos. Il avait l'air raide. Il avait l'air vieux. Pendant une seconde, j'ai ressenti de la pitié, mais il s'est retourné et a donné un coup de pied dans ma poubelle. Il l'a frappé si fort que le métal s'est cabossé. La pitié s'est évaporée. 6h45, un SUV noir a tourné dans ma rue. Puis un deuxième. C'était Marc et son équipe. J'avais échangé des SMS avec Marc toute la nuit. Il connaissait la situation.
Il savait qu'ils étaient hostiles. Il savait que c'était ma famille. Traite-les avec respect, lui avais-je envoyé, mais expulse-les. Ils ne rentrent plus dans la maison. J'ai regardé les SUV se garer dans l'allée, bloquant la voiture de location. Il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Il ne pouvait pas partir tant que Marc ne bougeait pas. Marc est sorti du premier véhicule. Il portait un polo sombre et un pantalon de toile. Il ressemblait à un homme d'affaires, mais il était bâti comme un rugbyman. Du second véhicule est sorti Michel. Michel était énorme. Il portait un uniforme de sécurité. Mon père les a vus. Il s'est raidi. Il s'est avancé au centre de l'allée, bombant le torse. Il essayait d'affirmer sa domination. J'ai augmenté le volume du flux de la caméra. Le microphone de la caméra extérieure était bon. Je pouvais entendre les vagues de l'océan et je pouvais entendre les voix. Je peux vous aider, a exigé mon père. C'est une propriété privée. Marc s'est approché calmement. Il n'avait pas l'air intimidé. Je le sais, a dit Marc. Je suis le gestionnaire immobilier. Je travaille pour la propriétaire, Amélie. Je suis son père, a dit mon père. On a eu un dysfonctionnement avec l'alarme cette nuit. On est resté coincé dehors toute la nuit. Vous devez nous laisser rentrer. Marc a secoué la tête. Je ne peux pas faire ça, monsieur. J'ai des ordres directs d'Amélie. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans la résidence. Ma mère est sortie en trompe de la voiture. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage était maculé. Elle avait l'air affolée. Désordre, a-t-elle crié. C'est ma fille. Vous ne pouvez pas prendre des ordres contre une mère. On a nos affaires à l'intérieur. Mon sac à main. Mes médicaments. Marc a hoché la tête. Je comprends. Voici la procédure. Michel va entrer. Il va récupérer vos effets personnels. Il vous les apportera. Ensuite, vous quitterez la propriété immédiatement. Je ne pars pas tant que je ne lui ai pas parlé, a hurlé ma mère. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée. Michel s'est mis devant elle. Il ne l'a pas touchée. Il a juste occupé l'espace. Il était un mur de muscles. Madame, a dit Michel, sa voix était profonde et grondante. Veuillez reculer. C'est ridicule, a crié ma sœur depuis la banquette arrière. Laissez-nous juste entrer pour prendre une douche. On sent la voiture. Aucune entrée, a répété Marc. Michel, va chercher les sacs. Michel a déverrouillé la porte avec une clé maîtresse. Le son du déclic de la serrure a dû être une torture pour eux. Ils l'ont regardé entrer dans la chaleur de la maison. Mon père s'est tourné vers Marc. Vous faites une erreur. Elle va le regretter. Je vais la poursuivre en justice. Je vais vous poursuivre en justice. Vous pouvez voir ça avec son avocat, a dit Marc, complètement imperturbable. Il a croisé les bras et a attendu. Ça a pris 20 minutes. J'ai regardé Michel sur les caméras intérieures. Il se déplaçait efficacement. Il est allé à la cuisine et a pris le sac à main. Il est allé à la chambre et a balayé les vêtements restants dans les valises. Il a vérifié la salle de bain. Il a pris les articles de toilette. Il n'a pas fait les valises soigneusement. Il a juste jeté les choses dedans. Il a fermé les sacs. Il les a transportés, 2 dans chaque main. Il est sorti dans l'allée et a posé les sacs sur le bitume. Voici vos affaires, a dit Marc. Veuillez vérifier que vous avez tout. Ma mère a ouvert son sac à main en le déchirant presque. Elle a cherché son portefeuille. Mes médicaments pour le cœur, a-t-elle crié. Ils sont dans la poche latérale, a dit Michel. Mon père a fusillé Marc du regard. Nous ne partons pas. Nous restons ici jusqu'à ce qu'elle nous parle. Marc a regardé sa montre. Monsieur, vous êtes en situation de violation de propriété privée. La propriétaire a demandé votre expulsion. Je vous donne 5 minutes pour charger votre véhicule et partir. Si vous êtes encore là dans 6 minutes, j'appelle la gendarmerie nationale. Appelez-les, l'a défié mon père. Qu'ils viennent. D'accord, a dit Marc. Il a sorti son téléphone. Il a commencé à composer un numéro. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Non, pas de gendarmerie.
Bill, arrête ça. On ne peut pas faire venir la gendarmerie. Ma mère se souciait d'une chose plus que de l'argent, sa réputation. Si la gendarmerie venait, il y aurait un rapport. Ça pourrait se savoir. Les gens de son église pourraient en entendre parler. On s'en va, a dit ma mère. Elle avait l'air vaincue. On ne part pas, a argumenté mon père. Monte dans la voiture, Bill. Lui a-t-elle hurlé dessus. C'était un cri brut, primal. Monte dans cette fichue voiture. Elle a gagné. D'accord, elle a gagné. Partons, c'est tout. Mon père l'a regardé. Il a regardé Marc. Il a regardé Michel, qui se tenait les bras croisés. Il a craché sur l'allée. Un dernier acte de manque de respect. Il a attrapé les valises et les a jetées dans le coffre de la voiture de location. Il a claqué le coffre si fort que la voiture a tremblé. Ils sont montés. Marc a déplacé son SUV sur le côté, dégageant le passage. Mon père a fait marche arrière avec la voiture de location. Il n'a pas regardé en arrière. Il a démarré en trombe, les pneus crissant, et a filé sur la route de la Corniche. Marc est resté dans l'allée et les a regardés partir. Il a attendu qu'ils soient complètement hors de vue. Puis il a levé les yeux vers la caméra de sécurité. Il savait que je regardais. Il a fait un petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour à l'écran. Je me suis affalé dans ma chaise. Mon corps était comme de la gelée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais contracté mes muscles. Mes épaules sont tombées de 10 centimètres. Ils étaient partis. Ma maison était vide. Elle était en désordre. Il y avait encore de la vaisselle dans l'évier. Le lit n'était pas fait. Le sol était sale, mais elle était de nouveau à moi. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper un long souffle tremblant. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas envie de pleurer. J'ai ressenti une étrange sensation de vide, comme si je venais de couper un membre pour sauver le corps. C'était nécessaire, mais la douleur fantôme commençait déjà. Le silence n'a pas duré longtemps. À 9 heures, l'assaut numérique a commencé. Mon téléphone avait 47 appels manqués, 89 SMS. Ce n'était plus seulement mes parents et ma sœur. C'était le réseau étendu, les émissaires. Ma tante Lydie m'a envoyé un texto, « Amélie, ta mère m'a appelé en sanglotant. Elle a dit que tu les avais jetés à la rue au milieu de la nuit. Comment as-tu pu faire ça? Ce sont des personnes âgées. » Mon cousin Michel, waouh, impitoyable. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Ma grand-mère, qui savait à peine envoyer un SMS, la famille, c'est tout. Dieu voit tout. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je savais ce que ma mère avait fait. Elle avait immédiatement déformé le récit. Elle avait appelé tout ce qu'elle connaissait depuis la voiture en route vers l'aéroport. Elle ne leur aurait pas dit la vérité. Elle n'aurait pas dit, on est entré par effraction et elle nous a surpris. Elle aurait dit, on est allé lui faire une visite surprise et elle a pété les plombs. Elle fait une dépression nerveuse. Elle est instable. Elle nous a mis dehors parce qu'elle est cruelle. J'ai ouvert Facebook. Je devais voir les dégâts publics. C'était là. Une nouvelle publication de ma mère, postée depuis le terminal de l'aéroport. C'était une photo d'elle l'air fatiguée, tenant une tasse de café, les yeux rouges et gonflés. La légende, retour à la maison plus tôt que prévu. Parfois, on pense connaître les gens, mais l'argent les change. Mon cœur est brisé. Priez pour les familles qui se déchirent. Nous avons fait de notre mieux. Cœur brisé à famille d'abord. Les commentaires affluaient. Oh non, que s'est-il passé? J'envoie des prières, Chantal. L'argent est la racine de tous les maux. Vous êtes mieux sans cette toxicité. Je les ai lus. Chacun était un petit coup de poignard. C'étaient des gens avec qui j'avais grandi, des voisins, des professeurs. Ils la croyaient tous. Ils pensaient tous que j'étais le monstre. J'ai commencé à taper un commentaire. Ils sont entrés par effraction dans ma maison. Ils ont utilisé un code d'urgence sans permission. Je leur ai demandé de partir et ils ont refusé. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de publication. J'ai regardé les mots. Ils étaient vrais, mais avaient-ils de l'importance? Si je publiais ça, ce ne serait qu'une dispute. Elle le nierait. Elle dirait que je lui avais donné le code.
Ce serait parole contre parole dans la section des commentaires d'une publication Facebook. C'était indigne. C'était désordonné. J'ai supprimé le commentaire. J'ai réalisé que me défendre auprès de ces gens était une perte d'énergie. Ils voulaient le drame. Ils voulaient le feuilleton. Je n'allais pas leur donner une saison 2. J'ai bloqué ma mère sur Facebook. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué ma sœur. J'ai bloqué tante Lydie. Puis je suis allé dans mes contacts téléphoniques. J'ai bloqué leur numéro. Cela semblait radical. Cela semblait dangereux. Et s'il y avait une véritable urgence? Et si quelqu'un mourait? Puis j'ai pensé, si quelqu'un meurt, la police m'appellera ou un hôpital m'appellera. Je n'ai pas besoin de l'apprendre par eux. J'ai passé le reste de la journée à travailler. J'ai essayé de me concentrer sur des feuilles de calcul, mais mon cerveau était embrumé. Vers midi, Marc m'a appelé. La maison est sécurisée, a-t-il dit. On a fait le tour. Pas de dégâts majeurs. Quelques taches sur le tapis, un verre cassé dans l'évier. Le double des clés a disparu, cependant. Change les serrures, ai-je dit. Les serrures physiques, pas seulement les codes. C'est déjà en cours. Le serrurier est là maintenant. Et Marc? Oui. Envoie-moi la facture pour tout. Le nettoyage, le serrurier, ton temps, le service de sécurité, tout. Ça va être salé, Amélie. Tarif week-end. Intervention d'urgence. Je m'en fiche, ai-je dit. En voilà. D'accord. Une dernière chose. J'ai trouvé un mot. Un mot? Oui. Sur le comptoir de la cuisine, griffonné sur une serviette en papier. C'est de ta sœur. J'ai serré plus fort mon téléphone. Lis-le. Marc a hésité. Il est écrit « Tu mourras seul ». L'air s'est vidé de la pièce. Tu mourras seul. C'était la chose la plus méchante qu'elle ait pu imaginer. C'était conçu pour me hanter. Jette-le, ai-je dit. Déjà fait, a dit Marc. Écoute, Amélie. Je vois ça souvent. Des clients riches avec des familles profiteuses. Tu as fait ce qu'il fallait. Ils abusaient de la situation. Tu t'es défendu. Ne laisse pas ce mot t'atteindre. Merci, Marc. J'ai raccroché. J'étais assise dans mon appartement à Lyon. C'était calme. Je n'étais pas seul. C'était la surprise. Je m'attendais à ressentir une solitude écrasante, mais ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti un soulagement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter de ce qu'ils pensaient. Je n'avais pas à m'inquiéter de leurs prochaines demandes. Je n'avais pas à m'inquiéter des prochaines vacances. Les ponts étaient coupés. J'étais d'un côté et ils étaient de l'autre. Et en regardant les restes calcinés de notre lien, j'ai réalisé que je ne voulais pas le reconstruire. J'ai commandé à dîner, un plat thaï. Je l'ai mangé sur mon canapé en regardant un film que je voulais voir. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas vérifié Instagram. La tempête faisait rage en ligne, j'en étais sûr. Il disait probablement à tout le monde que j'étais mentalement instable. Mais dans mon salon, il y avait le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à me retrouver. L'Amélie qui existait avant la culpabilité. L'Amélie qui a bâti une entreprise. L'Amélie qui a acheté une maison sur la mer parce qu'elle aimait le bruit des vagues. J'étais la méchante dans leur histoire. Très bien, je pouvais vivre avec ça. Parce que dans mon histoire, j'étais enfin l'héroïne. Il ne suffisait pas de changer les serrures. Je savais que ma famille ne respectait pas les barrières physiques et certainement pas les barrières verbales. J'avais besoin de quelque chose de plus fort. J'avais besoin de la loi. 2 jours après le verrouillage, j'étais assise dans une salle de conférence avec mon avocate, Sarah. Sarah était vive, chère et pas émotive. Je l'aimais bien. Je veux m'assurer qu'ils ne pourront jamais revendiquer la résidence, ai-je dit. Je veux m'assurer qu'ils ne peuvent pas me poursuivre pour une expulsion illégale. Sarah a regardé les images de sécurité que je lui avais envoyées. Elle a regardé le clip de mon père donnant un coup de pied dans la porte. Elle a regardé le clip de ma mère criant à la caméra. Vous êtes hors de cause en ce qui concerne l'expulsion, a dit Sarah. C'était des invités,
des invités non invités qui plus est, mais par sécurité, nous allons envoyer une notification formelle de violation de propriété. Elle stipule qu'ils ne sont pas autorisés sur la propriété à l'adresse indiquée, indéfiniment. S'ils reviennent, ils seront arrêtés. Faites-le, ai-je dit. C'est l'option nucléaire, Amélie, a-t-elle dit doucement. Si nous envoyons ça, c'est une déclaration de guerre légale. Cela met généralement fin aux relations de façon permanente. La relation a pris fin quand ils sont entrés par effraction dans ma maison, ai-je dit. Ceci n'est que la paperasse. Sarah a hoché la tête et a pris des notes. Je rédigerai également une lettre concernant l'utilisation abusive de vos fonds si vous souhaitez poursuivre pour le coût des dommages. J'y ai pensé. La bouteille de maquillage cassée, le tapis taché, la poêle rayée. Non, ai-je dit, je ne veux pas de leur argent. Je veux juste qu'ils restent à l'écart. Fait. En quittant son bureau, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pendant des années, j'avais marché avec un lourd sac à dos de culpabilité. Je me sentais coupable de gagner de l'argent. Je me sentais coupable de ne pas le partager assez. Je me sentais coupable d'être heureuse. Maintenant, le sac à dos avait disparu. Je l'avais déposé sur l'allée de la villa. Une semaine plus tard, j'ai pris l'avion pour retourner à la villa. J'étais nerveuse. Je n'y étais pas retourné depuis que je les avais observés à la caméra. J'avais peur que l'endroit soit souillé. J'avais peur d'entrer et de sentir leur colère flotter dans l'air. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma nouvelle clé physique. La lourde porte en bois s'est ouverte. La maison était silencieuse. L'air sentait l'océan et le produit nettoyant au citron. L'équipe de nettoyage de Marc avait fait du bon travail. Je suis entré dans la cuisine. Le comptoir était vide. Le sac à main avait disparu. Le mot que ma sœur avait laissé avait disparu. Je suis allé au salon. J'ai regardé le canapé blanc. J'ai inspecté le coussin où ma mère avait posé ses pieds sales. Il était impeccable. Les nettoyeurs l'avaient passé à la vapeur. Je me suis tenu au milieu de la pièce et j'ai attendu que les mauvais sentiments me submergent. J'ai attendu de me sentir triste, mais ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti un sentiment de propriété. Ce n'était pas leur maison. Ça ne l'avait jamais été. Ils n'étaient que des fantômes de passage. J'ai passé les 3 jours suivants à purifier l'espace. Je n'ai pas utilisé de sauge ou de cristaux. J'ai utilisé ma propre routine. Je me suis levé tôt et j'ai fait du café dans mes poêles en cuivre. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai lu un livre en silence. J'ai nagé dans la piscine sans que personne n'éclabousse ou ne crie. J'ai dîné à table sans que personne ne se plaigne de la nourriture ou ne demande un prêt. C'était calme et pour la première fois, j'ai réalisé que la paix n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était l'absence d'anxiété. Je n'attendais pas que le couperet tombe. Je n'attendais pas un commentaire désobligeant. J'ai réalisé que j'avais vécu dans un état de stress chronique pendant 20 ans. Mon corps avait été tendu, prêt pour un combat, prêt à me défendre. Maintenant, mes muscles pouvaient enfin se détendre, mais je ne voulais pas être seul pour toujours. Les mots de ma sœur résonnaient encore dans ma tête parfois. Tu mourras seul. J'ai décidé de lui prouver le contraire. J'ai invité mes amis. J'ai un petit cercle d'amis à Lyon. Des gens que j'ai rencontrés en école de commerce ou au travail. Des gens qui avaient leur propre carrière, leur propre argent et leur propre vie. Nous ne parlions pas d'argent. Nous parlions d'idées. Nous parlions de livres. J'ai envoyé un SMS à un groupe de discussion. Week-end improvisé sur la Côte d'Azur. Je cuisine. 3 d'entre eux ont dit oui immédiatement. Ils sont arrivés le vendredi soir. Elina, qui dirige une organisation à but non lucratif, David, un architecte, et Sam, un écrivain. Quand ils sont entrés, la différence a été immédiate. Ma mère était entrée et avait dit, « Pourquoi la cuisine est-elle si petite ?» Elina est entrée et a dit, « Amélie, cette vue est incroyable. Merci beaucoup de nous recevoir. » Mon père était entré et avait exigé une bière. David est entré et m'a tendu une bouteille de vin millésimé, un cadeau de pendaison de crémaillère. Je sais que tu l'as depuis un moment, mais c'est un nouveau chapitre, n'est-ce pas? Nous avons cuisiné le dîner ensemble. Nous avons fait des tacos. Tout le monde a aidé. David a coupé les légumes. Elina a mis la table. Sam a préparé les boissons.
Personne ne s'est assis sur le canapé en attendant d'être servi. Personne n'a critiqué mon choix d'ingrédients. Nous nous sommes assis sur la terrasse alors que le soleil se couchait. Le foyer était allumé. Le même foyer que ma famille avait utilisé, mais l'ambiance était complètement différente. Nous avons ri. Nous avons raconté des histoires. À un moment, je suis allé dans la cuisine pour chercher plus d'eau. Je les ai regardés à travers la porte vitrée. C'était ma famille choisie. Ils ne m'aimaient pas parce que je payais leurs factures. Ils m'aimaient parce que j'étais Amélie. Ils respectaient ma maison. Ils respectaient mes limites. J'ai alors réalisé que la biologie est un accident. La famille est un choix. J'avais passé si longtemps à essayer de forcer l'accident à fonctionner que j'avais négligé le choix. Je suis retourné dehors avec la carafe d'eau. Tout va bien, a demandé Sam. Tu avais l'air un peu intense là-dedans. J'ai souri. Un vrai sourire, pas le faux sourire professionnel que j'utilisais en réunion. Oui, ai-je dit. Tout est parfait. Je pensais juste à combien je vous apprécie. On t'apprécie aussi, a dit Elina en levant son verre. Même si tu es une négociatrice coriace. Nous avons trinqué. Le son a résonné au-dessus de l'océan. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit avec la fenêtre ouverte. Je pouvais entendre les vagues se briser. Je n'ai pas rêvé de ma mère. Je n'ai pas rêvé du verrouillage. J'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le sommeil d'une femme en sécurité dans sa propre maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Messages bloqués cachés dans le dossier spam. 12. Je ne les ai pas ouverts. Je ne les ai pas lus. J'ai sélectionné le tout supprimé. Je suis descendu faire des crêpes pour mes amis. Je construisais une nouvelle vie. Elle était plus calme que l'ancienne. Elle était plus petite, mais elle était solide. Elle était construite sur le respect, pas sur l'obligation. Et en me tenant là, retournant des crêpes pendant que mes amis riaient dans la pièce voisine, je savais que j'avais fait le bon échange. J'ai échangé une famille contre la paix, et c'était une bonne affaire. Un mois plus tard, la lettre est arrivée. C'était une enveloppe épaisse avec l'écriture de ma mère. Je me suis assise à ma table à manger à Lyon et je l'ai fixée. Une partie de moi voulait la brûler, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo est tombée. C'était moi à 5 ans, assise sur les épaules de mon père. Nous avions l'air heureux. C'était du pur chantage émotionnel. J'ai lu la carte. Très chère Amélie, nous te pardonnons ta colère. Nous savons que tu es stressée. Nous sommes prêts à passer outre si tu présentes tes excuses à ta sœur. Nous t'aimons quoi qu'il arrive. J'ai posé la carte. Ils me pardonnaient. Ils étaient entrés par effraction dans ma maison, avaient menti au monde entier et avaient refusé de partir. Pourtant, dans leur version de l'histoire, j'étais juste la fille instable qui avait craqué. Il n'y avait pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste de la manipulation enveloppée dans une carte de vœux. Il y a 5 ans, cette lettre m'aurait brisé. Je les aurais appelés en pleurant, suppliant d'être réintégrés. Mais je n'étais plus cette femme. Je n'avais pas besoin de leur permission pour être bonne. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la poubelle de la cuisine. J'y ai jeté la lettre. Elle a atterri sur du marc de café. J'ai jeté la photo d'enfance à côté. Ce n'était pas dramatique. Ça n'avait pas besoin de l'être. C'était juste des ordures. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un email à mon avocate. Sarah, envoyez la notification formelle de violation de propriété. En recommandé avec accusé de réception. Je veux que ce soit enregistré. J'ai cliqué sur envoyer. C'était la vraie fin. Pas une réunion larmoyante, mais une frontière légale. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai pensé à la villa. Calme et sûr. J'ai pensé au moment où la sirène s'est déclenchée. Retrouver ma paix m'a coûté ma famille. C'est un lourd tribut. Il y aura des Noëls tranquilles et des anniversaires silencieux. Mais l'alternative était pire. L'alternative était de me perdre moi-même. Certains disent que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois, ce n'est pas le but. Parfois, le but est simplement de verrouiller la porte, de faire glisser le pêne dormant et d'être enfin en sécurité à l'intérieur. À minuit, j'ai fermé la porte pour de bon.
Et je n'ai jamais aussi bien dormi.